Après sa fuite de l'île de Gorée, où il fut esclave de la signare Anne Pépin, Naba s'était retrouvé au Brésil. Tu es arrivé à bord du Lusitania, sur la presqu'île de Cap-Vert, Sénégal. Là-bas, à Bahia, les Africains mis en esclavage se révoltaient. On raconte que tu es lié aux esclaves musulmans, responsables de la révolte de Bahia. Accusé à tort de magie noire et de rébellion par les esclavagistes, Condamné à mort. Naba est condamné à mort. L'exécution est immédiate. À Ségou, le roi, le Mansa Monzon Diarra, est mort. Le baobab est tombé. Son fils Damonzon monte sur le trône. Et retourné auprès des ancêtres. Mais l'annonce de la disparition du roi porte un dernier coup dur à Doucika. Il meurt, lui aussi, sans avoir fait la paix avec son roi et sans avoir revu ses enfants, Naba, Tiekoro, Siga. Ses fils doivent avoir une chance de revenir. Il ne sera pas enterré tant qu'il y a espoir. Il faut retrouver Tiekoro et Siga pour les funérailles de leur père. Père, permets-moi de prendre un cheval et de partir pour Djenné. C'est Tiefolo, le cousin, celui-là même qui avait conduit Naba à la chasse, qui se porte volontaire. Il avait perdu un fils du clan. Il devait ramener les autres. 8e épisode. Un messager de l'invisible. Doucika Traoré, que ton âme repose en paix. Tes fils sont à Ségou. Tiekoro, revenu de Djenné avec Nadier. Siga est revenu de Fès après avoir servi le commerce d'Abdallah. Malobali est là. Seul Naba est absent. Disparu un matin de chasse aux côtés de Tiefolo. Et ce matin, le signe est venu. Un messager de l'invisible, noir comme la nuit, porteur de malheur. Invisible aux yeux des humains ordinaires, l'Urubu de la mort se posa sur un arbre de la concession et battit des ailes. Il était épuisé. Il avait survolé des kilomètres d'océan, luttant contre les embruns et les souffles d'air, puis d'épaisses forêts qu'il devinait grouillantes de 1000 formes de vie rageuses et violentes. Enfin, il avait contemplé sous ses pieds l'étendue fauve du sable et compris que le terme de son voyage approchait. Naba. Puis les murailles de Ségou s'étaient dessinées. Naba est mort. L'oiseau est venu. Les siens doivent être prévenus. Koumaré entra dans la concession de feu d'Oussika, à présent à la charge de Dimogo, son petit frère. Il devait obtenir de ce dernier un coq blanc, de même couleur, et découvrir sous quel arbre le cordon ombilical de Naba avait été enterré. Dimogo s'entretenait avec le chef d'un groupe d'esclaves et posa un regard inquiet sur le féticheur. Quelle nouvelle calamité l'amenait? J'ai besoin de te parler d'urgence. Dimogo s'approcha de Koumaré et celui-ci, l'entraînant à l'écart, le mit brièvement au courant. Les ancêtres m'ont envoyé un message. Un des fils de Doucika a besoin de mes services. Et Tiekoro. Ne cherche pas à connaître des secrets trop lourds pour toi. Il me faut un coq de couleur blanche, un mouton sans tache et 10 noix de cola. Fais porter tout cela à ma concession avant la nuit. Puis il s'en alla à la découverte de l'arbre nécessaire à son rituel. Comme il se dirigeait vers le fond de la concession, il passa devant une case où entraient et sortaient des esclaves, l'air affairé. C'était celle de Nia qui venait d'être prise d'une violente douleur dans la région du cœur et s'était affaissée, inconsciente. En lui-même, Koumaré admira la force de l'amour maternel, l'intuition qui l'accompagne et qui égale la connaissance que donne le commerce des esprits. Nia dormit tout le jour, un sommeil profond comme celui de l'enfance. Quand elle rouvrit les yeux, la nuit était tombée. Elle retrouva sa douleur intacte et silencieuse comme une présence dont on ne se débarrassera jamais. Son fils Naba était mort. Elle le sentait, même si elle ignorait le lieu et les circonstances de cette mort. Elle revit le bébé, l'enfant qu'il avait été, toujours dans le sillage de son aîné, puis le chasseur.
Le grand exode des Bambara avait commencé à dos d'âne, de mulet, de cheval, de chameau, à pied. Les femmes portaient d'énormes charges sur la tête. Les enfants trottinaient derrière elles, abrités de la pluie par de petits capuchons de jute. Les hommes protégeaient les bêtes. Tous les Bambara refluaient vers Ségou, vers le Karta, le Bélédougou, le Dodougou, le Fambougouri. Tchekoro n'avait jamais mesuré la gravité de la situation. Absorbé par ses soucis personnels, il n'avait pas senti croître la terreur de son peuple. Pour la première fois, il eut l'impression d'avoir trahi les siens. Ne s'était-il pas épris d'une religion au nom de laquelle on les traquait et on voulait les massacrer ? C'était comme un homme qui aurait pris femme dans une famille ennemie de la sienne. Il regarda son frère aîné et s'étonna presque de le haïr si fort. À cause de Tchekoro, tout ce qui constituait la charpente de sa vie s'effondrait. Nia, qui s'occupait de lui après le départ de sa mère Sira, semblait l'oublier, absorbée qu'elle était par les enfants de Tchekoro et Nadier depuis leur retour à Ségou. Quant au reste de la famille, le soir à la veillée, plus de contes mettant en scène les guerriers Bambara. Non, Tchekoro, sous le feu de dizaines de pères dieux admiratifs, racontait sa vie au loin. Ce sont des hommes au teint du désert, durs comme le vent, mais riches comme des sultans. Et Tchekoro pérorait avec suffisance. Pour Malobali, Tchekoro n'était qu'un traître. Il aurait souhaité que les hommes de la famille lui disent son fait. Au lieu de cela, au contraire, tout le monde béait d'admiration pour lui. Même les vieillards sortaient des concessions voisines pour écouter son prêchi-prêcha. Dès l'instant où un être est doué du verbe, quel que soit son degré d'évolution, il compte dans la classe des grands privilégiés. Et le silence ? Eh bien, Malobali, pourquoi tu me parles comme ça? Approche. Tu veux me contredire? Je ne te contredis pas. Je pose une question. Tu sais ce que j'ai trouvé pour toi? Tu vas partir pour dîner à l'école coranique d'un parent de mon ami Moulay. Là-bas, chaque mot oublié d'une sourate, la chicotte, t'apprendra à respecter les aînés. Dîner? Mais je ne veux pas partir à dîner, moi. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Depuis quand une vermine de ton espèce ose parler ainsi? Tu partiras et bientôt. Malobali regarda autour de lui avec désespoir. Quelques mois auparavant, il était un enfant parmi les autres. Puis il avait appris l'origine de sa mère, et à présent il devait affronter la haine de son aîné. Qu'avait-il fait pour mériter cela? Il se dirigea vers la case de Nia. Nia! Nia! Est-ce vrai que l'on va m'envoyer à dîner? Oh, Malobali, tu m'as fait peur. Rien n'est encore décidé. Diemogo ne veut pas que tu partes. Mais Tchekoro pense qu'à partir d'aujourd'hui, les garçons de la famille doivent apprendre à lire et écrire l'arabe. Il dit que l'avenir est dans l'islam. Mais je ne veux pas devenir musulman. Moi aussi, je dois avouer que cette religion me fait peur. Mais Tchekoro dit que... Tchekoro, toujours Tchekoro, encore lui. Malobali ne put en supporter davantage. Prenant ses jambes à son cou, il s'enfuit hors de la concession et courut d'une traite vers le fleuve. Malobali n'était pas la seule personne à souffrir du comportement de Tchekoro. Nadier était certainement bien plus malheureuse. Les premiers temps, elle s'était dit qu'il s'agissait d'une humeur excusable, due à l'idolâtrie et à l'admiration des siens, à la fortune et aux honneurs retrouvés. Elle croyait connaître Tchekoro, arrogant, égoïste, sensible à la flatterie, violemment sensuel, mais le cœur bon. Elle était convaincue que tant d'années passées ensemble avaient tissé entre eux des liens que rien ni personne ne pouvait rompre. Il suffisait de se taire, d'attendre, d'être là quand il se ressaisirait. Puis peu à peu, le doute, l'angoisse, la terreur avaient entièrement pris possession de Nadier. Tchekoro, tu ne me dis plus rien. Tu m'évites. Même ton regard m'échappe. Je suis fatigué, Nadier. Fatigué ou bien détaché? Tu préfères le silence maintenant? Nadier, je n'ai pas le temps pour ces discussions. Tchekoro, elle en était sûre, se détachait d'elle,
et ce serait sans retour. Il préférait la cuisine de sa mère à la sienne. Il évitait ses regards. Nadier s'était rappelé leur première rencontre dans la concession du mort, leur étreinte. Pourquoi n'avait-elle pas crié, protesté, ameuté le voisinage? Sans doute parce qu'elle l'aimait déjà. Je ne t'en veux pas d'accepter l'épouse que le Mansa te propose. C'est un honneur que tu ne pouvais refuser. Mais moi, Tiekoro. Ma mère te demande. Va la voir. On reparlera de tout ça plus tard. D'accord? Nia et Nadier ne se haïssaient pas. La première jouait seulement son rôle de mère, soucieuse des intérêts de son fils. Nadier n'ignorait rien de ses tractations et de ses préparatifs de noces. Assieds-toi. J'ai à te parler. Pourtant, elle fut prise d'un tremblement de tous ses membres et une sueur froide baignait son corps. Nadier, il faut que tu le saches. Le mariage de Tiekoro va être célébré bientôt. Comme il s'agit de la propre fille d'une des sœurs du Mansa, la dot a été très importante. Je n'ai pas voulu que la famille royale puisse nous mépriser et prendre Tiekoro comme un indigent. Nia, pourquoi Tiekoro ne m'en parle-t-il pas lui-même? Pourquoi le ferait-il? Quelle obligation a-t-il devant toi? Est-ce que je ne suis pas déjà bien bonne de t'entretenir? Abasourdie, Nadier réalisa qu'elle disait vrai. Je t'ai bien accueilli. Elle hocha la tête de droite et de gauche, comme pour prendre l'univers à témoin. Mais rien ni personne ne semblait se soucier de ce qu'elle éprouvait. Le soleil était étalé comme un jaune d'œuf au milieu de la calebasse du ciel. Les acacias de fleurs sans parfum. Les enfants nus couraient. Derrière les murs, des femmes pilaient le mil. La vie continuait. Une vie dans laquelle elle n'avait plus de place. Tu comprends? La voix de Nia la ramena sur terre. Voilà ce que je propose. Tu peux bien sûr demeurer au service de Tiekoro. Au mot « service », elle hésita légèrement, puis elle poursuivit avec fermeté. Il y a un esclave de case que je considère comme mon fils. Il s'agit de Kosa. Je lui ai parlé. Il est prêt à t'épouser. Il paiera la dot et vous irez vous installer sur des terres du clan, loin de ses goûts. Je te laisse réfléchir. Si Nadier avait été moins submergée de douleur, elle aurait deviné la peur que de tels propos s'efforçaient de dissimuler. Non, elle n'était pas aussi dérisoire et méprisée qu'elle le croyait. Au contraire, chacun redoutait qu'elle ne pèse d'un poids trop lourd dans l'existence de Tiekoro et que les épouses légitimes n'aient raison de prendre ombrage de sa présence. C'est pourquoi on voulait l'éloigner, la jeter dans les bras d'un autre homme. Mais elle souffrait trop pour comprendre pareil calcul. Nadier trouva la force de se lever et de marcher jusqu'à la case de Tiekoro. Il achevait de s'habiller, nouant autour de sa taille les cordons de son pantalon bouffant de coton blanc. Tiekoro. Je suis en retard. Je devrais déjà être au palais. Pardonne-moi, mais je dois te parler. Est-ce que tu n'entends pas que je suis déjà en retard? C'est jour du conseil aujourd'hui. Peu après son arrivée, le Mansa avait fait convoquer Tiekoro. Les dieux et les ancêtres seuls savaient ce que cet intrigant lui avait conté. En tout cas, il lui avait confié l'éducation de 2 de ses fils, afin qu'eux aussi connaissent les secrets de l'islam, et en avait fait son conseiller aux affaires musulmanes. Tiekoro siégeait donc au conseil et donnait son avis sur les relations à entretenir ou à nouer avec les peuls du Fouta Djallon et du Massina. Bon, viens me trouver à mon retour du palais. Quand tu vas chez le Mansa, tu y passes souvent l'après-midi tout entier. Et parfois toute la nuit. Mais non, je serai de retour avant la prière du soir. Prépare-moi tes galettes et nous passerons la nuit ensemble. D'accord? Au palais, le conseil était au complet. Les princes de sang, les chefs de grandes familles, étaient assis sur leur peau ou sur leur natte. Entouré de ses esclaves et de ses griots, Damonzon fumait sa pipe sur l'estrade.
Tchekoro, debout, attendit que Dante lui ait donné la parole au nom du Mansa, puis s'inclina légèrement. Maître des énergies, j'ai appris qu'Amadi Boubou avait reçu la bénédiction et venait d'envoyer des émissaires au roi de Sokoto pour lui demander s'il pouvait déclarer le djihad, la guerre sainte. Le roi lui en a donné le droit et a béni des étendards à son intention, un par pays à soumettre. Mais il en a omis 2, ce qui signifie que 2 pays seront épargnés et échapperont à l'emprise du Massina. Quels sont ces 2 pays? Il ne s'est pas prononcé. Aussi, on peut tout supposer. 20 pères dieux le fixèrent et Tchekoro reprit dans le silence général. Je conduirai une délégation chargée d'or, d'ivoire et de cori jusqu'à Sokoto. Et je me fais fort de persuader le roi que Ségou est un des 2 pays que le peuple du Massina doit épargner. À ces mots, ce fut un tollé. Le maître de la guerre, soutenu par de nombreux princes du sang, vociféra que Ségou n'avait point coutume de prier qu'on l'épargne, mais de se battre, de laisser morts et blessés sur le terrain. Tchekoro écouta tout cela avec mépris, puis se tourna à nouveau vers le Mansa comme s'il ne comptait que sur son intelligence. Il ne s'agit pas d'une guerre habituelle, dont l'objet est la rapine et le meurtre. Il s'agit du djihad. Ce Dieu auquel vous refusez de vous soumettre est aux côtés d'Amadi Boubou. Et il l'assiste dans chacun de ses combats. Vous ne pouvez gagner contre lui. Vous ne pouvez que négocier votre survie. Prononcer de telles paroles devant le Mansa, mettre en doute la puissance de Ségou. D'autres auraient payé cette audace de leur vie. Mais Tchekoro faisait figure de devin, de mage. Aussi un silence angoissé s'établit dans la salle du conseil. Est-ce que tu ne dois pas te marier, Tchekoro? Vas-tu laisser ta nouvelle épouse pour partir en mission? Je ferai ce que tu voudras, maître de nos terres et de nos biens. Cette formule-là était aussi pleine d'insolence, signifiant que les âmes n'appartenaient qu'à Dieu. Pourtant, Damonzon n'en prenait pas ombrage. Les courtisans chuchotaient qu'il s'était engoué de Tchekoro comme d'une femme, et qu'au bout du compte, il le regretterait. Ne voilà-t-il pas qu'il lui donnait une de ses parentes en mariage? Certes, les Traoré étaient nobles et riches, mais de là à leur faire tant d'honneur. Nombreux étaient ceux qui avaient pris Tchekoro en grippe à cause de ses airs supérieurs, de ses vêtements étranges et trop recherchés. Patients, ils attendaient sa chute. Cette fois, il tomberait d'encore plus haut que son père Doussika. Le Mansa était soucieux. Même s'il soutenait les vues de Tchekoro, négocier la paix lui paraissait à lui aussi très humiliant. Puisqu'il avait fait alliance avec les Koulibaly du Karta, ne ferait-il pas mieux de lever des armées de guerriers et de se jeter sur les Peuls? En même temps, une terreur superstitieuse l'avait envahi. Il se rappelait les paroles de Tchekoro. Il ne s'agit pas d'une guerre habituelle. Dieu assiste Amadi Boubou dans chacun de ses combats. Pour un peu, il se serait converti à l'islam. Mais la pensée de la colère de ses sujets le retenait. Quand partiras-tu? Dans quelques semaines, l'hivernage sera terminé. Le Joliba ne débordera plus de son lit, alors je prendrai la route. Malgré son chagrin, Nadier s'était endormie. Lorsqu'elle s'éveilla soudain, elle sortit sur le seuil de la case pour tenter de deviner l'heure. Opaque la nuit, humide. La terre avait bu à satiété, et à présent, comme un enfant gavé, elle renvoyait de lourdes vapeurs vers le ciel. Il n'est pas rentré. Il n'est pas venu. Ainsi, Tchekoro n'avait pas tenu sa promesse. Il n'était pas rentré. Dans l'ombre du vestibule, les calebasses pleines de galettes qu'elle avait amoureusement pétries symbolisaient son abandon. Une sorte de rage la prit.
de folie meurtrière. Pour un peu, elle serait allée le chercher comme ces mégères qui font des scènes à leur mari. Mais voilà, Tchekoro n'était pas son mari. Elle n'avait aucun droit sur lui. Derrière elle, la petite dernière, née à Ségou, gémit dans son sommeil. Elle se retourna, prit l'enfant dans ses bras et la serra sauvagement sur sa poitrine. Toi au moins. Celle-là au moins lui appartenait. Tu es à moi. Personne ne pourrait les séparer. Toi. Personne ne te prendra. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle sortit dans la cour pieds nus, marcha droit devant elle et se retrouva hors de la concession. La rue s'enfonçait dans l'obscurité et l'on entendait le murmure des esprits saints. Où va-t-elle à pareille heure avec son enfant? Est-ce que ce n'est pas la fille de Dioseni Kandjian? Depuis longtemps, on n'avait pas appelé Nadie ainsi. Depuis que des guerriers venus de Ségou avaient mis le feu à son village, dispersé et détruit sa famille. Brusquement, elle revécut ce passé. Rien de bon ne pouvait lui venir de Ségou. Elle aurait dû le comprendre dès l'instant où elle avait croisé le chemin de Tchekoro Traoré. J'aurais dû le comprendre. Rien de bon ne vient de Ségou. Rien. Nadie allait droit devant elle, aiguillonnée par le désir de mettre la plus grande distance entre Ségou et elle. Ségou, asile d'injustice et de perfidie. Ses pieds clapotaient dans la boue. Les herbes mouillées lui griffaient les jambes. Une pluie fine se mit à tomber. Un peu en retrait, on apercevait les toits des cases, sombres comme des pelages de bêtes. Oui, le goût de la vie pouvait être celui d'un fruit. Pour elle, hélas, il n'en avait pas été ainsi. Elle buta contre un puits. Une ouverture circulaire, entourée de branches à demi sèches entrecroisées. Tout d'abord, elle ne pensa qu'à se désaltérer. Elle marchait depuis des heures. Et bien que le temps fût frais, sa salive formait une pâte amère autour de sa langue. Comme elle se penchait pour remonter l'outre de peau de chèvre suspendue à une longue corde de dattes, elle vit l'eau miroiter. Une bouffée d'air frais lui monta au visage comme un appel, et elle se rappela l'histoire que lui contait Siga quand il vivait à Tombouctou. Elle s'est jetée dans le puits. Elle s'est jetée dans le puits. Mais elle ne laisserait pas d'enfant souffre-douleur, puisqu'elle tenait contre elle sa petite fille fragile et vulnérable. Elle la détacha de son dos et la fit passer contre sa poitrine entre ses seins, contemplant passionnément son visage endormi. Mon enfant, on ne te fera pas souffrir. Non. Toutes deux se retrouveraient bientôt dans le monde des esprits. Nadie enjamba la balustrade de branchage. Un instant, l'instinct de vie fut le plus fort. Elle se rappela le corps de Tchekoro contre le sien, l'odeur de sa sueur quand il faisait l'amour, les rires cristallins de ses enfants, la morsure du soleil. Elle se raccrocha au branchage, mais ils vacillèrent sous son poids et doucement cédèrent. Comme elle tombait vers l'eau noire, freinée et soutenue par ses pagnes, une résignation l'emplit. Elle l'avait voulu. Elle l'avait voulu. Elle serra les bras autour de sa fille. On organisa une battue pour retrouver Nadie. Une quarantaine d'hommes montèrent à cheval et partirent dans toutes les directions. Tchekoro, qui s'était précipité la tête la première contre un calcédra, dans l'intention de mettre fin à ses jours, délirait dans sa case, veillée par sa mère, entourée des plus grands féticheurs. La nouvelle parvint au palais du Mansa, et la princesse que l'on avait promise à Tchekoro en conçut du déplaisir. Allait-elle épouser un homme que le départ d'une concubine jetait la tête la première contre un arbre?
Vers la fin du jour, une partie de la compagnie envoyée à la recherche de Nadier arriva au village de Fabougou. Le village était en émoi, car on avait tiré du puits le corps d'une jeune femme inconnue, et plus cruel encore, celui d'une fillette de quelques mois. Le devin dit que c'est un mauvais présage, que les peuls approchent et pire encore après eux. Les dieux et les ancêtres abandonnaient les Bambara. Tchefolo, qui guidait l'expédition, mit pied à terre et s'agenouilla à côté de Nadier. Nadier. Elle n'avait pas séjourné dans l'eau assez longtemps pour être déformée, et son visage était paisible, plein de sa coutumière douceur. À présent, elle était morte. Elle avait osé mettre fin à ses jours, commettre l'acte le plus abominable. Qu'adviendrait-il de son esprit, de celui de sa fille? Il essaya d'imaginer ces dernières heures, l'excès de sa douleur, de sa solitude, de ses peurs. Coupables, ils l'étaient tous, pas seulement Tchekoro. Derrière son dos, le chef du village de Fabougou demanda. « Tu la connais? Elle est de chez vous? » C'était la femme de mon frère aîné. Hein? Elle a franchi la frontière de l'interdit. Qu'on ne la touche surtout pas à main nue. Comme elle avait commis le crime des crimes, celui d'attenter à ses jours, personne ne pouvait la toucher impunément. Le chef du village désigna en hâte 2 fossoyeurs. Ils l'enveloppèrent d'une natte et allèrent la mettre en terre loin des champs cultivés du village. À Ségou, les conversations allaient bon train. Qu'y avait-il donc chez ces Traoré pour qu'ils soient ainsi affectés de morts violentes, de disparitions, de calamités de toutes sortes? Ceux qui les fréquentaient se demandaient s'il ne fallait pas leur tourner le dos. Ceux qui ne les fréquentaient pas se réjouissaient d'avoir toujours gardé leur distance. Dans l'ensemble, on plaignait Nadier, même si l'amour porté à ce paroxysme semblait un sentiment inquiétant. Que deviendrait-on si les femmes n'acceptaient plus les concubinages et les remariages de leurs compagnons? Les femmes étaient muettes. Toutes se sentaient concernées. Toutes se sentaient responsables. Il aurait peut-être suffi d'un sourire à Nadier quand elle pilait le mil, d'une parole quand elle prenait place dans le cercle à la veillée, d'un geste de solidarité pour la prévenir du désespoir, pour prévenir le drame de cette disparition. Or, aucune n'avait dit mot. À suivre.